espèce en voie de disparition. Est-ce que le projet d'Énergie Est a une acceptabilité plus grande en excluant Kakuna? Ben, écoutez, chez Force et démocratie, notre premier point, c'est l'acceptabilité au niveau des citoyens. Je pense qu'on a justement des citoyens ici, s'ils voudraient intervenir et répondre justement à cette question-là. Est-ce que pour vous, c'est plus acceptable? Oui. Ce que je pourrais répondre pour nous, quand on voit les simulations de déversement de la firme Siemens commandées par TransCanada eux-mêmes, on parle d'une simulation avec 140 000 litres de pétrole. Et on a la chance à Rimouski d'avoir Émilien Pelletier, écotoxicologue, qui est une sommité dans la francophonie au niveau de la planète en termes d'écotoxicologie. M. Pelletier lui-même dit que ce rapport-là est très frileux et il est déjà très préoccupant. Donc, peu importe le long du Saint-Laurent où un projet de port pétrolier sera envisagé, il est clair qu'il a le même impact au niveau des risques. Et jusqu'à maintenant, il n'y a aucune possibilité de récupération en période de glace hivernale. D'ailleurs, dernièrement, l'UQAR et l'ISMER ont été mandatés avec des budgets de pêche Océan Canada pour évaluer ces possibilités de récupération. Donc, il est clair que le Saint-Laurent, de par sa voie navigable très complexe avec les pilotes du Saint-Laurent, ne peut pas permettre de devenir cette autoroute d'exportation du pétrole. Ben, juste peut-être en français. Oui, Monsieur Green, oh. Oui, je vais. Mais simplement pour vous dire que TransCanada avait déjà évalué des sites alternatifs pour le projet méthanier. On parle baie des Sables, proche du Bas-Saint-Laurent, et on parle de Rabasca. En ce qui concerne Rabasca-Lévis, déjà la population s'est prononcée contre le terminal méthanier. Alors, je ne vois pas comment on peut avoir une acceptabilité sociale pour un projet qui a autant de risques, sinon plus de risques qu'un terminal méthanier. Alors, si on regarde l'étude d'impact de TransCanada, on ne peut pas concevoir un port pétrolier dans le fleuve Saint-Laurent sans un risque majeur à l'écosystème. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais la balle est dans leur camp. S'ils rejettent Kakuna, il faudrait qu'ils pensent deux fois à savoir si c'est acceptable d'avoir un deuxième terminal pétrolier, parce qu'il y en a déjà un, Valero, un autre qui va rajouter des risques au niveau de l'écosystème pluvial. Oui, je peux ajouter seulement comme Odette Sarrazin a dit, il y a l'autre question primordiale du changement climatique et le rôle des pipelines autour du Canada. Le Parti vert, c'est le seul parti au niveau fédéral qui a une politique contre les pipelines pour l'export de bitumen, puis avec, en anglais, exprimé comme dilbit, ça c'est le nom anglais pour la substance qui sera dans les pipelines. Ça, c'est un problème grave, c'est un problème de changement climatique. Puis, comme Daniel Green a dit, c'est un problème pour l'environnement, pour le fleuve Saint-Laurent, pour les écosystèmes, pour les baleines. Il y a beaucoup de problèmes, mais pas de bénéfices pour les Québécois. Forgive me if this question was already answered en français. Ouais. I didn't know this whole thing would be en français. So, if Energy skips Cancun as the export terminal because of the beluga whales, would you support a pipeline to St. John, New Brunswick? No. No? Depends. The Green Party policy is based not on where the pipeline runs, but what's in the pipeline. This gives us the sole principled position among many parties in Parliament around this issue. I suppose we'd have to say Stephen Harper's principles are clear. He's in favor, the Conservatives are in favor of all pipelines, to expand the oil sands as quickly as possible, ship out raw bitumen out of Canada as quickly as possible, and every pipeline currently under discussion, whether it's Keystone, Enbridge, Kinder Morgan, Energy East, they're all about getting bitumen unprocessed to Tidewater. They're all about that. Would you prefer to see the Western oil move by train as opposed to pipeline then? I would prefer to. You've used the term Western oil. We're not talking about oil. We're talking about a solid substance called bitumen, which is not oil. The level of and these are not, I'm not splitting hairs here. There is no Western oil until it's been upgraded into synthetic crude and processed at a refinery. And I repeat, every single pipeline proposal currently before us is about shipping out unprocessed
raw bitumen. It makes no economic sense, and it poses much more serious environmental risks. And as you push that direction of raw bitumen unprocessed, you've also bought into an expansionist proposal to triple the levels of production from the oil sands, thus tripling the greenhouse gases from the oil sands. So we have a different approach. We need a national energy strategy, which actually sets out our goals for energy production, from which types of fuels, what types of energy, over what period of time, and which includes within it, embedding in it, a climate strategy to reduce our emissions of greenhouse gases. None of the debates about pipelines currently, the National Energy Board is refusing to allow those who are allowed in the process, which is a very small group compared to, as Danielle was saying, Quebec participation in Bureau d'Audience Publique, or before C-38 in environmental assessment hearings federally, there was room for public participation. The restricted level of consultation that's taking place right now is further restricted because the National Energy Board is refusing to allow consideration of the climate change impacts of any of these pipelines. So we have a really big problem, and Energy East falls into a pattern across the country of restricting public participation, refusing to look at climate change as an issue, and forcing pipelines down people's throats with the false notion that Canada's economy will benefit from shipping out raw bitumen. There is another pattern that's evident, and that is that oil by rail is increasing exponentially. There are no hearings, there's no public consultation on this whatsoever. If all the pipeline proposals that are the various pipeline proposals are shut down, then we're simply going to move that oil by rail, and we've seen the terrible consequences of that in Lac-Mégantic. So pick your poison. What is the least problematic way of moving this oil? Because it is moving. It's not oil. It's bitumen. I know what you mean, but it makes a difference because the other approach is to upgrade it to synthetic crude, process it in Alberta. At that point, it is not the same level of risk to be shipped. Dilbit is the single most environmentally damaging kind of fuel to ship. When Dilbit spilled in the Kalamazoo River, when Enbridge's negligence led to a massive leak of Dilbit into the river, years later, it's still not cleaned up. Lac-Mégantic, Danielle can speak to that more. He did the toxicology testing after Lac-Mégantic and that disaster of Bakken crude. Of course, no pipeline that's currently being proposed would have dealt with Bakken crude from the Dakotas moving through Quebec. So we're always given this false thing of if you're against pipelines, you're forcing this onto trains. Even if, I'll put it the other way around, even if all of the current proposals, Keystone, Enbridge, Kinder Morgan, and Energy East were built, and you move to what Stephen Harper says is the goal of 6 million barrels of bitumen shipped out of Alberta a day, you're still using trains because the pipeline capacity of all four put together doesn't meet their expansionist goals. We need to actually examine this and limit what we're shipping as these unconventional fuels, which are more dangerous. If I may. Oui, bien sûr. Je peux vous répondre en français. C'est une grande opportunité qu'on a que les citoyens, justement, se mobilisent. Ils disent non. Malheureusement, il semble y avoir un manque de leadership. Ça fait plusieurs années, depuis ma jeunesse, qu'on entend d'avoir des énergies alternatives, de développer. Là, on a une mobilisation citoyenne au Québec qui est très claire, on n'en veut pas. Et au lieu d'avoir du courage, de proposer des solutions, d'aller de l'avant de tous les programmes qui ont été proposés sur les nombreuses années, on se retrouve à dire c'est lequel qui est le moins pire. Mais on s'entend que c'est une catastrophe. C'est du sable bitumineux. C'est un pipeline les pipelines existent depuis 1863 et à ma connaissance, les déversements, il y en a toujours. À quel niveau d'acceptabilité est-ce que la sécurité elle va fonctionner? On a l'opportunité justement d'aller dans une nouvelle direction. Les citoyens la veulent. Alors pourquoi les leaders, les chefs de tous les partis ne se donnent pas la peine justement de développer le programme? Moi, j'ai rencontré des gens d'entreprise sur la colline et ils sont très prêts à soutenir justement des alternatives. Donc, si je réponds bien à votre question. Oui, allez-y, absolument. Pour nous, depuis le début, dans ce dossier-là, on se rend compte que c'est un faux débat de parler d'oléoduc ou de train. Le projet, c'est de doubler, de tripler la production.
Parce qu'aujourd'hui, on parle d'oléoduc Énergie-Est, mais on a aussi par chez nous, dans l'Est du Québec, le projet de chaleur terminale dans la baie des Chaleurs qui est par train. Peu importe si Énergie-Est se fait, il y a déjà le projet à Sorel-Tracy avec la compagnie Kildare au niveau de l'exportation aussi. Donc, c'est de transformer le Québec en une autoroute d'exportation et que ce soit par train, par oléoduc, tout ça va faire partie de l'ensemble. Donc, pour nous, c'est important vraiment de le souligner. Ce n'est pas qu'Énergie-Est. Le train va rester et va demeurer une problématique et même en augmentation. Donc, c'est clair qu'il faut briser ce débat-là, ce faux débat-là, de dire les oléoducs sont plus sécuritaires, donc il faut aller vers ça. On l'a vu, 48 heures après la catastrophe de Mégantic, TransCanada publiait déjà un communiqué disant que les oléoducs étaient plus sécuritaires. La compagnie se faisait déjà un capital politique sur le dos de cette tragédie-là. Et 2 mois plus tard, la compagnie Irving publiait un communiqué en disant « On est prêt à racheter le système ferroviaire de la MMA et de ne plus faire circuler de trains de pétrole à condition que les Québécois acceptent Énergie-Est. » Donc, il est clair que cette pression-là va demeurer train et oléoduc. Cette condition du Québec et de l'Ontario ne sont pas suffisantes, selon vous? Bien, nous c'est sûr qu'on prend un certain recul, je vous dirais, avec les 7 conditions imposées par le Québec, parce que ces conditions-là sortent la même journée que le rapport d'Edelman est coulé. Et jusqu'à maintenant, avant que ce rapport-là soit coulé, pour nous, notre propre gouvernement se comportait déjà, à notre avis, un peu comme des lobbyistes. Quand le premier ministre du Québec, au lendemain du jugement du CQDE, que le CQDE a obtenu d'arrêter les travaux dans le port de Cacouna avec la compagnie TransCanada, le premier ministre du Québec disait déjà la journée même qu'au-delà de ce délai-là, TransCanada allait recommencer, peu importe, et qu'ils avaient besoin de ces données-là pour faire une évaluation environnementale. On avait besoin d'aller menacer la pouponnière des belugas pour faire une évaluation environnementale. Nous, on trouvait que c'était vraiment de malhonnêteté intellectuelle de se comporter de la sorte. Donc, de voir ces 7 conditions-là, nous, on les voit aussi comme une stratégie de communication, mais provenant de notre propre gouvernement, là. Seulement un point sur les 7 conditions. Le gouvernement du Parti québécois, suite à une commission parlementaire, avait aussi émis des conditions pour le projet 9B. Et là non plus, il n'y a pas eu de réponse ni de l'ONE, ni du promoteur. Alors, ces 2 gouvernements consécutifs qui émettent des conditions pour le passage de pipeline, qui semblent être accueillis gentiment, mais sans suite. Ça a pris quasiment le maire de Montréal et de la communauté métropolitaine de Montréal d'appeler lui-même le président de l'Office national de l'énergie pour demander à Enbridge, s'il vous plaît, rapportez-nous des conditions au niveau des valves pour protéger les traversées d'eau au Québec. Alors donc, on est loin d'être un gouvernement capable même d'entretenir et d'imposer des conditions. Parce que vous avez parlé d'imposer. Il n'y a aucune imposition de conditions de l'État québécois. C'est des demandes polies. Parce que l'ONE, actuellement au niveau des lois canadiennes, c'est l'ONE qui recommande et c'est le Parlement qui décide. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que le NPD n'est pas un parti qui représente les citoyens sur cette question-là? Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de Force et démocratie, notre priorité numéro 1, c'est de prendre le temps de s'asseoir et d'écouter. Il est clair que dans toutes les rencontres qu'on a faites, les citoyens, peu importe de où, dans quelle situation professionnelle ou comment ils vivent justement le pipeline, n'en veulent pas. Ils ont des questions, il n'y a pas de réponse, on ne les écoute pas. Donc, tous les partis, je dis tous les partis en ce moment, libéral, conservateur, NPD, prennent des positions sans prendre le temps d'écouter. Ils peuvent dire le contraire, mais écoutez, une des raisons pour laquelle j'ai quitté, c'est justement parce que je voulais développer un nouveau parti, dont Force et démocratie, parce que l'écoute n'est pas là. Les régions sont mal représentées et il faut développer plus d'écoute, plus de structure. Merci.